Bonjour à tous. J'ai le plaisir d'accueillir Bruno Gogel. Bruno Gogel qui est chercheur INRIA à Grenoble dans l'équipe Polaris, qui a de multiples talents de recherche et de sujets de recherche, mais la plupart sont autour des processus stochastiques, de l'optimisation, de l'apprentissage par renforcement, et qui va nous parler d'apprentissage par renforcement aujourd'hui, et de bandits markoviens, qui sont des bandits normalement qui ne devraient pas prendre tout votre argent. Donc vous pouvez rester dans la salle sans aucun risque. Merci pour l'invitation, je suis très ravi d'être ici. Et donc je crois que j'ai essayé de prendre le mot tutoriel un petit peu au sérieux, et donc j'ai essayé de faire une présentation un peu introductive. Et donc s'il y a des choses qui ne passent pas, vous pouvez, même si vous êtes nombreux, n'hésitez pas à m'interrompre. J'espère que vous allez comprendre au moins le modèle du apprentissage par renforcement dans les processus de décision markoviens, donc qui est le sujet de mon exposé, du moins au début. Donc, pour essayer de vous expliquer ce que c'est que l'apprentissage par renforcement dans les bandits markoviens, d'abord, je vais vous expliquer ce que c'est que l'apprentissage par renforcement dans les processus de décision markoviens. Je vais parler des bandits markoviens et après, évidemment, la conséquence un petit peu imparable des deux premiers points, c'est le troisième, c'est faire de l'apprentissage dans les bandits markoviens. Donc, le renouveau des processus de décision markoviens. Donc, peut-être que vous avez... Donc, les processus de décision markoviens ont été introduits dans les années 50 par Char-Bellman, en même temps que la programmation dynamique. Donc, les deux modèles ont été introduits en même temps. C'est lui qui a inventé les deux. Parce qu'en fait, la programmation dynamique, c'est la façon de résoudre essentiel de résoudre les processus de décision markoviens. Donc, il a choisi le nom programmation dynamique, un peu en contraste avec la programmation linéaire, pour montrer que en fait, ça permettait de faire de l'optimisation dans des systèmes dynamiques et non dans des systèmes statiques. C'est un petit peu pour ça, ça c'est mon explication, mais allez sur la page Google de dynamic programming, il y a toute une explication assez marrante sur pourquoi il a choisi le mot dynamic programming, c'est assez sympa. Donc évidemment, il y a les bons vieux problèmes de processus de décision markovien que vous connaissez peut-être ou pas. Donc en particulier, les premières applications, ça a été par Dijkstra dans l'application de la programmation dynamique pour résoudre les problèmes de plus court chemin dans les graphes. Ça, tout étudiant en informatique a subi un cours sur les plus courts chemins dans les graphes. Le problème très célèbre de la secrétaire, donc je vais vous expliquer ce que c'est pour ceux qui savent. Sachez qu'en fait, ce problème il a été posé il y a très longtemps et que les vraies résolutions de ce problème sont beaucoup plus récentes qu'on ne croit. Ça n'a été vraiment résolu qu'à partir des années 80. Évidemment, il y a des problèmes de fiabilité, de contrôle d'inventaire qui sont toujours constamment recherchés dans le cadre des processus de décision markoviens et aussi, bien sûr, les problèmes de bandits, qui sont un cas particulier dont je parlerai plus tard et qui ont, eux, été résolus uniquement aussi à partir des années 80, par en particulier Gittings et Whittle. Et ça, j'en parlerai un peu plus tard. Et puis, il y a ce renouveau des MDP. Alors, je vais dire MDP à la place de processus de décision markovien, c'est l'acronyme anglais. Et je suis tellement habitué de dire MDP que je vais dire MDP pour PDM. Donc là, je suis allé sur Google Scholar et j'ai tapé Markov Decision Process et j'ai pris tous les articles qui contenaient Markov Decision Process dans le titre, par tranche d'année. Donc je me suis amusé comme ça, regardez, entre 2000 et 2005, il y a, du moins dans Google Scholar, 17 000 papiers qui ont MDP dans le titre. En 2005-2010, 28 000. En 2016-2023, 302 000. Il n'y a pas une erreur de zéro, ce n'est pas comme le nombre de thèses. C'est vraiment 302 000. Donc il y a vraiment une explosion du nombre de papiers et ça, c'est dû effectivement à cette espèce d'explosion de l'apprentissage par renforcement qui est très utile en Markov Decision Process, en processus de décision markovien. Alors on y va. Donc, on considère un processus de décision markovien, on le voit comme un ensemble d'états. S, c'est l'ensemble des états de mon processus. A, c'est l'ensemble des actions que l'on peut prendre. R, c'est le vecteur de récompense. Donc, en particulier, comme je l'ai écrit ici, comment ça marche le bit là, c'est là. Alors, RSA, ça, c'est la récompense que l'on obtient si mon système est dans l'état S et que le contrôleur choisit l'action A. Donc, chaque fois que je suis dans l'état S et que je choisis l'action A, j'obtiens une récompense de RSA $.
Okay, ou euro. C'est la récompense. Puis ensuite, le système évolue, comme je vous ai dit, les processus markoviennes évoluent au cours du temps, évoluent de façon aléatoire. Et donc, P, c'est la matrice de transition, c'est le noyau de transition de mon système. Donc, si je suis dans l'état S et que je choisis l'action A, je me retrouve dans l'état S' au coup suivant, avec probabilité P, S', sachant SA. Donc, ça, c'est donné, hein, c'est la matrice de transition, le noyau de transition de mon système. Et donc, voilà, donc le système évolue au cours du temps, et à chaque fois qu'on fait un pas, on a une récompense à chaque instant. Et donc, le contrôleur, en fait, il choisit une politique. Donc, une politique, c'est une fonction qui, à chaque état, associe une action. Et puis, il veut optimiser une certaine fonction d'objectif. Donc, le cas le plus... là, j'ai marqué les 3 fonctions d'objectif les plus classiques. Donc, on veut maximiser l'espérance de notre récompense, de la somme des récompenses sur un horizon grand H fini. Donc, ici, alors, un peu de notation. Donc, regardez. Je regarde les étapes entre l'étape 1 et l'étape H. À chaque étape, je vais gagner une récompense. ST, c'est l'état à l'instant T. Pi de ST, c'est l'action qui est choisie par le contrôleur dans l'état ST. Et donc, j'obtiens à l'instant T, j'obtiens une récompense R de ST, pi de ST. Je fais la somme de mes récompenses entre l'instant 1 et H, et je prends la moyenne. Et je vais choisir la politique pi qui maximise cette quantité. Ça, c'est l'horizon fini. Je pense que c'est clair. Alors après, évidemment, il y a d'autres fonctions objectifs possibles. Donc là, j'ai parlé de la fonction objectif avec escompte. Donc cette fois-ci, on a un escompte bêta qui est plus petit entre 0 et 1, qu'un nombre réel entre 0 et 1, strictement plus petit que 1. Et puis cette fois-ci, je fais sur un horizon infini. Donc je somme toutes mes récompenses sur l'horizon infini, mais je module ma récompense par bêta à la puissance t pour rendre compte, par exemple, dans les problèmes économiques de l'inflation. Donc si on a une inflation au cours du temps, bêta puissance t rend compte ici de le taux d'escompte dû à l'inflation. Bon, c'est une autre possibilité de fonction objectif qu'on veut maximiser, ou bien on n'a pas d'escompte et on veut maximiser la limite de Césaro des gains au cours du temps. Donc ça s'appelle le gain moyen. Donc on regarde la somme entre 1 et t, et on divise par t. Donc ça c'est le gain moyen sur les t premiers pas, et je prends la limite quand t tend à l'infini. Et ça c'est le gain moyen de ma politique. Et si je prends le maximum sur toutes les politiques, j'obtiens ce qu'on appelle le gain moyen optimal dans ce cadre-là. Donc ici il y a une limite, mais en fait on peut montrer que sur des hypothèses assez générales sur la processus markovienne, cette limite existe. Donc, il n'y a pas vraiment un problème de définition de la limite. OK. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est que l'apprentissage par renforcement dans un processus de décision markovien? Donc là, je parle du cadre dans lequel ça se passe. Comment ça marche? Donc, vous avez votre processus markovien, il a S état, il a A action, et puis je vais le noter uniquement par son facteur récompense et son noyau de transition. Donc, je vais caractériser, je vais supposer que S et A sont fixés. Bon, ça, on peut le faire sans perte de généralité. Et je vais caractériser donc mon processus par son vecteur récompense et son lieu de transition. Et comment ça marche pour l'apprentissage par renforcement? On suppose qu'il est inconnu. Ça veut dire quoi qu'il est inconnu? Ça veut dire qu'on interagit avec notre processus de façon comme une boîte noire. Donc, il y a deux cadres possibles. Il y a le modèle générique et le modèle navigant, ou le modèle en simulation en ligne. Comment ça marche? Donc, notre MDPM, il est une boîte noire. On lui donne un état et une action. Et lui, il nous rend un nouvel état dans lequel il va se retrouver, qui a été généré par la matrice P, mais auquel on n'a absolument pas accès. Nous, on a juste accès à l'interface boîte noire, et il va nous donner une récompense qui est générée selon la loi des récompenses. D'accord? Donc, on lui donne un état d'action, il nous rend un nouvel état et une récompense. Ça, c'est le modèle générique. Et le modèle qui est plus classique, le modèle navigant, ça veut dire qu'en fait, cette fois-ci, on a vraiment une boîte noire avec un vrai état. Donc, notre processus est dans l'état S, qu'on observe. Donc, on voit que le processus est dans l'état S. On choisit une action A. Le processus nous donne un nouvel état S', tel lequel il va être à l'étape suivante, qui a été généré selon sa loi, mais qui ne nous est pas accessible.
et il va nous rendre à nouveau, pareil que tout à l'heure, une récompense. D'accord? Oui? Je n'ai pas compris la différence entre les deux modèles. Ici, il n'y a pas d'état imposé. Donc, moi, j'ai le choix de choisir. Je veux voir qu'est-ce qui se passe dans l'état A si je choisis l'action A. Qu'est-ce qui se passe dans l'état S si je choisis l'action A. Ici, l'état S, il est donné, on ne peut pas le choisir. Ouais. J'ai une deuxième question, désolé. RSA, on ne connaît pas non plus la loi qui le gouverne. On ne connaît pas. On a juste un échantillon de la loi. Okay. Voilà. Donc, il y a différentes cartes d'information. Donc, parfois, on suppose que les vecteurs de récompense sont connus parce que souvent, c'est plus facile. Vraiment, la difficulté principale, elle est dans le mode de transition, elle n'est pas dans les récompenses. Donc, des fois, pour simplifier les démonstrations, on suppose qu'elle est connue. Mais non, en règle générale, ni l'un ni l'autre ne sont connus. Est-ce que le modèle est clair pour tout le monde? Ça, c'est le modèle de processus de décision markovien inconnu. On interagit uniquement par, on voit son état, on obtient une récompense et on voit l'état suivant. D'accord? Ok. Donc maintenant, qu'est-ce que l'apprentisseur ou l'algorithme d'apprentissage peut espérer obtenir avec ce modèle? Bien, donc, il a fait T étapes du processus d'interaction avec le MDP. Donc, il a obtenu T échantillons des transitions d'état. Et il a obtenu T récompenses. Donc c'est un petit peu comme Alain Quillot, il a parlé de ça dans sa plénière, où quand on interagit de façon renforcement-apprentissage, on a à la fois des informations sur le système, donc ici c'est disons le données de transition, mais en même temps on gagne des dollars à chaque fois qu'on interagit. D'accord? Les récompenses, on les a gagnées à chaque fois. Et donc il y a un petit peu ce compromis-là entre gagner des récompenses et mieux estimer le système. Donc, je vais parler par la suite. Donc, qu'est-ce que l'apprentisseur ou l'apprenant ou l'algorithme d'apprentissage peut obtenir à partir de ça? Eh bien, il peut construire. Désolé. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les variables en fonction de T? Non, c'est IID. Ah, c'est toujours la même variable. Oui, toujours la même loi. Mais ça dépend de l'état et de l'action. D'accord. Oui, c'est la même distribution. Oui, oui, c'est des variables IID. Donc, qu'est-ce que peut faire l'apprentisseur? Eh bien, il peut construire sa propre vision du processus. Il peut construire ce qu'on appelle M chapeau. Il dit bien qui est R chapeau, P chapeau. Moi, je pense que le vecteur R, il est comme ça, et que la moyenne est comme ça, et que le noyau de transition, il est comme ça. Il le construit de façon empirique à partir des observations qu'il a obtenues au bout de ces T étapes d'échantillonnage. D'accord. Et donc, à chaque fois, comme j'ai dit, à chaque fois qu'il fait une nouvelle action, il va avoir une meilleure estimation du processus, puisqu'il a un nouvel échantillon des lois, et il a aussi une récompense. Et donc, il y a deux types d'objectifs qu'on peut suivre. Le premier objectif, qui sont en fait non compatibles entre eux. Donc, on ne peut pas à la fois réussir le premier objectif et le deuxième. Il y a un papier célèbre qui montre que les deux objectifs sont incompatibles. Donc, voilà les deux objectifs qu'on pourrait obtenir. On dit, tiens, ce que je veux, c'est identifier une politique epsilon optimale avec grande probabilité. C'est mon but. Je veux savoir quelle est la façon de gérer au mieux mon système. Ça, c'est mon premier objectif possible. Et indépendamment des récompenses que j'ai obtenues pour obtenir ce modèle estimé. Okay. Ou bien le deuxième objectif qui est un peu plus ambitieux, à mon sens, c'est que, en fait, non, ce que je veux, c'est gagner le plus de récompenses possible au cours du temps. À la fois, je dois apprendre le système, mais je ne peux pas négliger les récompenses que j'ai obtenues jusqu'à maintenant. Ces récompenses-là, c'est ça qui m'intéresse. Je veux optimiser le gain que j'obtiens au cours du temps. Et donc, ce deuxième objectif, c'est celui que j'écris ici, et qui est rendu par cette formule-là. Enfin, je vais expliquer cette formule, c'est le regret de l'algorithme d'apprentissage. Donc, imaginez que vous avez un algorithme A, donc L pour en anglais, l'algorithme s'appelle L. Et donc, je regarde sur T pas de temps. RT, ça c'est la récompense que j'aurais obtenue si j'avais utilisé la politique optimale pi étoile. Donc, pi étoile, c'est la politique optimale. Donc, si je connaissais mon système parfaitement, je pourrais à chaque étape utiliser la politique optimale. Et donc, je pourrais avoir une récompense qui est R pi étoile. Mais en fait, moi, j'ai la récompense RL, RT pour l'algorithme L.
Donc, ce que je veux, là, je veux minimiser la différence entre les deux. Est-ce que cet objectif vous paraît clair à tout le monde? D'accord? Ce qu'on appelle le regret. Donc, en fait, le regret, on l'écrit un peu différemment. On l'écrit plutôt comme ça. Dans le cas, du moins, où on veut apprendre la politique qui maximise le gain. Donc, au lieu de regarder la somme des R pi étoiles, on la remplace par T fois G étoile. Et en fait, ces deux quantités-là sont égales à une constante près. Et donc, du coup, on peut faire ça. Et donc, je remplace ça par ça. Et donc, ça, c'est le regret de l'algorithme L sur la MDT M sur T pas de temps. D'accord? Yes. Tu le transformes en TG étoile, mais en fait, tu te balades dans ton MDT. En fait, cette somme-là, la somme de T égale 1 à grand T de RT étoile pi étoile, il y a un théorème de Terren-Bellman qui dit que c'est égal à TG étoile plus le biais. Et le biais de la politique, c'est une quantité qui ne dépend pas de T. Donc, en fait, tu as une constante qui est le biais qui est la différence entre les deux. Donc, évidemment, en te baladant, mais quand T grandit, voilà, tu as ça qui vaut ça plus une constante. Okay. Plus un petit taux de T. Mais bon, yes. Nous, on ne connaît rien de notre récompense, mis à part ce que l'algorithme nous a donné quand on a pris l'action. On a optimisé des échantillons des récompenses uniquement. Et on ne sait pas s'il y a une récompense max. Ou... Ah ouais, on ne sait pas. Alors, on peut connaître, par exemple, des bornes sur les récompenses. On peut savoir, par exemple, il y a plein de modèles où les récompenses sont bornées. On a une borne sur les récompenses. Très souvent, il faut faire quand même des hypothèses sur les lois. Donc, il faut supposer que les lois sont sous-gaussiennes pour avoir des théorèmes performants. Il ne faut pas que la loi ait une variance trop grande. Si votre loi a une variance infinie, ça sera très difficile d'apprendre. Parce que, évidemment... Okay. Donc, on fait des hypothèses de régularité quand même sur les lois. G étoile, comment c'est calculé? Alors, j'ai donné tout à fait au début le calcul de G étoile, mais je le remonte parce que forcément, il est là. Il est là, G étoile. G étoile, c'est le gain optimal maximal possible. Donc, c'est la moyenne de ces arrows des récompenses. D'accord? Et je maximise sur toutes les politiques possibles. Alors, l'objectif, évidemment, c'est d'obtenir un algorithme d'apprentissage qui a le plus petit regret possible. Et disons, asymptotiquement en T, quoi, quand même. Parce que sur un nombre de pas fini, sur 10 pas, on ne peut rien faire. Il faut bien que ce soit sur un nombre de pas grand qu'on puisse apprendre. Oui? Je ne comprends pas très bien pourquoi les deux objectifs... Pourquoi ils sont... Alors là, je ne peux pas expliquer. En fait, c'est un théorème. Si tu veux être optimal en identification, tu as un regret linéaire. On peut montrer ça. Linéaire, tu vois ce que ça veut dire tout de suite. C'est étrange, hein? Mais non, on peut pas... On a envie de savoir au plus tôt la politique. Oui, mais si tu veux la savoir au plus tôt, tu es obligé de payer cher, quoi. D'avoir des mauvais rewards, d'avoir des mauvaises récompenses. Que pendant le temps, on ne la connaît pas. Ouais. Et oui, mais l'apprentissage, en fait, il ne s'arrête jamais. Tu vas voir qu'en fait, on est obligé d'apprendre infiniment longtemps pour être optimal. On n'est jamais complètement certain d'avoir la vraie valeur de la moyenne. Okay. Il faut toujours un petit peu aller quand même explorer. Okay. Je vais essayer d'expliquer ça par la suite. Ok, voilà, j'en étais là. Donc, le regret. On veut minimiser le regret. Mais en fait, un objectif qui serait moins fort que de minimiser le regret, c'est d'avoir un regret sous-linéaire en T. Parce que si notre regret est sous-linéaire en T, s'il ne grossit pas linéairement en T, alors, eh bien, on n'a que asymptotiquement, notre algorithme, il converge, sa moyenne de ces arrows, elle converge vers G étoile. Exactement comme la politique optimale. Si je divise ça par T, du coup, si le regret est sous-linéaire, je vais avoir 0. Et donc, l'objectif, c'est finalement d'avoir un algorithme d'apprentissage qui est sous-linéaire en T. Donc, ce que j'ai écrit là. Si mon regret grandit de façon sous-linéaire en T, alors l'algorithme dit sans regret. Et il a quand même un regret, puisque la quantité n'est pas 0. Mais voilà, c'est asymptotique en T. Il dit sans regret, et sa limite de ces arrows est aussi bonne que pour la politique optimale. Donc, on dit qu'on a gagné quelque part. D'ailleurs, pour les informaticiens qui regardent plutôt le rapport de compétitivité, dans ce cas-là, le rapport de compétitivité va vers 1. Donc, mais vous voyez, ça, c'est pas aussi discriminant que le regret, parce que le regret, c'est un peu plus fort que juste le rapport vers 1.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des bornes inférieures qui nous interdisent d'apprendre trop vite? En fait, oui. On ne peut pas apprendre quand même plus vite que la musique. Il y a un théorème qui est célèbre, qui a été démontré dans le cas qui m'intéresse ici, dans le cas de gain optimal, dans le papier en 2010 de Jacquet, Schorner et Auer, qui disent que pour n'importe quel grade d'apprentissage, je peux construire un MDP très très méchant, très difficile à apprendre, pour lequel le regret ne peut pas être plus petit que racine de D SAT. Alors, je vais vous expliquer ce que sont tous les termes dans ce nombre. Alors, T, c'est T, c'est le temps d'apprentissage. S et A, S, c'est le nombre d'états en action. Et D, c'est le diamètre du MDP. Le diamètre du MDP, c'est le temps moyen qu'il faut dans le MDP pour aller de n'importe quel état à n'importe quel autre état. C'est le temps moyen de voyager dans le MDP. Et donc, on ne peut pas faire mieux que ça. Ça, c'est une borne inf qui est obtenue par des arguments de théorie de l'information. Du coup, on ne peut pas faire mieux, mais est-ce qu'on peut arriver à faire presque ça? C'est ça la question. Alors pour ça, on va commencer par faire un tout petit exemple sur un MDP très facile normalement à apprendre. Alors mon MDP, il est comme ça. En fait, ce MDP-là, il s'appelle le problème des bandits stochastiques, mais ça je vais le dire plus tard. Donc on a un seul état. C'est un MDP facile, il y a un seul état. Et il a deux actions possibles, l'action A1 et l'action A2. Si je prends l'action A1, je gagne en moyenne X $. Si je prends l'action A2, je prends en moyenne Y $, mais X et Y sont les moyennes. Alors vous voyez, les récompenses en fait sont des lois normales avec des moyennes X et Y respectivement, et puis des variances 1, réduites. Okay. Évidemment, je ne connais pas X et Y. Je ne connais pas X et Y, mais quand même, bon, j'ai essayé, donc voilà. Donc l'apprentisseur, il a fait 100 étapes, il a utilisé 73 fois l'action A1, et il a obtenu un gain moyen de 1,01. En moyenne, il obtient 1,01 $ sur les 73 fois qu'il a utilisé le bras A1, et puis il a utilisé le bras A2 27 fois, et il a obtenu 0,92. Voilà. Maintenant, il faut décider qu'est-ce que vous prenez au prochain coup. Quel est le bras que vous tirez au prochain coup? Alors, il y a deux choses qui se battent un peu l'une contre l'autre. Parce que le bras 1, certes, il semble être meilleur. Il donne 1 en moyenne contre 0,9. Mais on le connaît mieux. On connaît mieux le bras 1 que le bras 2, parce que le bras 2, on l'a utilisé que 27 fois. Donc peut-être qu'on n'a pas une bonne estimation du bras 2. Donc il y a deux choses qui se battent l'une un peu contre l'autre. Si on est glouton, on prend le bras 1. On dit non, le bras 1, il est meilleur, je prends le bras 1. Mais en fait, c'est comme dans la vie. Il faut être glouton, il faut être optimiste. En fait, le renforcement, c'est des leçons de vie. Hein. Donc il faut être optimiste. Alors c'est quoi être optimiste? Alors je vais montrer ça, être optimiste ici. Être optimiste, ben, il ne veut pas être optimiste. Bon ben voilà, c'est fini. Vous requliquez sur le diapo. Il a dit que c'était prêt. Sur l'ordinateur. Non, avec le PC. Sur le PC. Ça doit jamais. En fait, ce que j'ai fait là, c'est calculer les intervalles de confiance à 99% pour le bras 1 et pour le bras 2. Donc vous les voyez là, ça c'est l'intervalle de confiance pour le bras 1, donc en moyenne il a une moyenne 0,1, mais l'intervalle de confiance calculé comme il faut c'est 0,23, donc il y a un intervalle de confiance de 0,23. Et pour le bras 2, c'est en moyenne 0,92, mais comme il a été tiré moins de fois, son intervalle de confiance à 99%, il est plus grand et il vaut 0,38. Donc si je ne me suis pas trompé avec les calculs, 0,38 plus 0,92, ça fait 1,30. Et en fait, on est optimiste, on dit, bon d'accord, lui, je suis optimiste. Ça veut dire qu'en fait, je suppose que sa vraie récompense, c'est pas 1, c'est 1,24. Je suis très optimiste. Je dis non, en fait, sa vraie valeur, elle est là, quoi. Elle n'est pas là. Et pour lui, c'est pareil, je suis optimiste. Mais du coup, je suis optimiste, eh bien, je prends lui. Parce qu'il a un optimisme. Quand je suis optimiste, je choisis le bras 2 plutôt que le bras 1. Parce que son intervalle de confiance me dit, allez choisir le bras 2. Voilà, si l'apprentisseur est optimiste, il choisit le bras 2. Et ça, cet algorithme que je vous ai montré là, c'est l'algorithme qui s'appelle UCB, qui est un algorithme optimal d'apprentissage dans les bandits stochastiques, qui a été inventé en 2002
par OR, César Bianco et Fischer, qui est extrêmement célèbre, évidemment. C'est un algorithme et qui a été très, très étudié, que toute la communauté en reinforcement learning connaît et étudie et s'arrache les cheveux pour essayer de l'améliorer depuis 20 ans. 2002. Alors maintenant, ça c'était... Ouais. Ça va dépendre du choix du seuil de confiance, du coup. Alors, exactement. Donc, il faut quand même... Alors, il y a quand même des choses que oui. Il faut choisir le bon intervalle de confiance. Mais c'est le principe qui est là. Dans OR, tu comptes le nombre de fois que tu prends les bras dans OR, ben oui, du CV. forcément, puisque ça me donne un intervalle de confiance qui diminue au temps. L'intervalle de confiance, la racine de 1 sur la racine du nombre de fois où j'ai tiré le bras. D'accord. Alors, comment ça marche dans les MDP? Le même principe. Alors, évidemment, c'est un peu plus compliqué parce que dans les MDP, là, il y avait un seul état. Il n'y avait pas d'état à prendre. Il n'y avait pas la matrice, dans le cas précédent, la matrice de transition, elle n'était pas à prendre, il n'y en avait pas. Et donc, maintenant, on a deux incertitudes. On a une incertitude à la fois sur les récompenses, qui est ici dans l'axe des ordonnées, et une récompense. Et une incertitude sur la matrice de transition D. Et donc, c'est quoi dans ce dessin? Donc, M, c'est la vraie MDP, le vrai, celui que je cherche à apprendre. M chapeau, celui qui est au centre là, de mon intervalle de confiance, c'est celui qui est empiriquement estimé par mon algorithme. Et puis autour, il y a B, qui est la borne de confiance en reward, et P, la borne de confiance. Bon, là, évidemment, c'est en dimension 2, mais évidemment, c'est en dimension beaucoup plus grande que ça, évidemment, l'intervalle de confiance. L'ensemble de confiance est en dimension beaucoup plus grande. Il y a autant de récompenses que d'états et d'actions, et autant de... Pareil. Donc, quand on est optimiste, qu'est-ce qu'on fait? On dit, eh bien, je vais supposer que ma vraie MDP, c'est pas... Bon, je ne la connais pas. Elle n'est pas là. Elle est là. C'est la meilleure pour le gain dans toute la boîte. Je vais supposer que... Je vais faire l'hypothèse que je suis très optimiste et que en fait, c'est elle, celle qui a un mot là, qui est la meilleure parmi toutes les MDP qui sont dans la boîte. Et ça, c'est l'algorithme qu'on appelle UCRL2. Alors évidemment, il y a un petit peu de détails techniques. Forcément, il y a toujours un peu de détails techniques. Hein. C'est quand même un domaine, donc il y a des idées, mais il y a aussi de la technique. Donc il faut bien choisir ces bornes de confiance. Et donc voici comment on les choisit. Donc évidemment, c'est en racine de 1 sur n. N, SAT, c'est le nombre de fois où j'ai tiré l'action A dans l'état S. Okay, au cours du temps jusqu'à l'instant T. Donc voici comment je construis mon intervalle de confiance en récompense. De la même façon, je construis mon intervalle de confiance en matrice de transition. Vous voyez qu'il y a un terme S en plus ici. Vous vous rendre compte du fait qu'en fait, on doit prendre une ligne de probabilité et pas une seule valeur. Hein. Et donc maintenant, comment je définis ma boîte M tilde? Eh bien, je dis, je prends toutes les récompenses possibles dans la boîte de rayon R, toutes les matrices de transition possibles dans la boîte de rayon BP, et ensuite je choisis à l'instant T la politique qui est optimale dans toute la boîte. Donc je prends la politique qui est optimale et je prends le max sur tous les M tilde dans l'ensemble M tilde T. Okay, je prends la politique qui maximise dans la boîte. Voilà. Ça, c'est l'algorithme CR2. Le voilà. Donc, en fait, il y a un ingrédient supplémentaire dans l'algorithme que je vais expliquer maintenant. Donc, ça marche par épisode. Alors, UCR2, ça veut dire quoi? Ça veut dire Upper Confidence Reinforcement Learning. Donc, ça a été introduit en 2010 par les gens qui sont là. C'est aussi un algorithme très célèbre qui est beaucoup cité, qui est beaucoup utilisé. Donc, voilà comment ça marche. Donc, le temps au départ, il vaut 1. On a des épisodes. Donc, c'est quoi les épisodes? C'est des intervalles de temps. Et pendant l'épisode K, j'utilise une politique PICA. Donc, la politique, je ne la change pas à tous les coups. Je la change que tous les épisodes. Parce que si je change la politique à tous les coups, ça va pas, ça risque d'alterner entre des choix, etc. Donc, en fait, on peut montrer que si je change à tous les coups la politique, ça ne converge pas. On va avoir un regret linéaire. Du coup, on choisit une politique pendant l'intervalle. Qu'est-ce qu'on fait? On choisit la politique optimale dans l'état actuel. Hein. M tilde K, c'est l'ensemble de toutes les MDP à l'étape K. On exécute l'action AT qui est préconisée par la politique PICA sur l'état courant. On observe une nouvelle récompense. On observe un nouvel état. Et on passe à l'instant suivant.
Et quand est-ce qu'on change d'épisode? On change quand le nombre de visites, donc ça s'appelle la technique du doublement. On change quand le nombre de visites à l'état ST-AT a doublé au cours du temps. Donc à chaque fois, les épisodes grossissent, enfin doublent. Okay. Donc voilà une exécution de UCRL2 sous le petit exemple tout à l'heure, avec un seul état et 2 actions. J'ai juste une question sur ton, Ouais. ton slide précédent. Ta politique là, elle est complètement déterministe en fait. Oui, bien sûr. Donc il y a plein d'états que tu ne vas pas explorer, il y a plein d'actions que tu ne vas pas explorer dans un état. Contrairement par exemple à Mais la politique, elle va changer à chaque épisode. Ça, je sais, Voilà. oui. Mais du coup, pendant un épisode, tu ne vas pas explorer comme de Dans un épisode, dans l'état XA, je choisis exactement l'action AT, qui est D'accord. donnée par Pika de XT. Et tu ne vas pas faire comme un epsilon greedy où tu Non, tires non. au hasard. D'accord. Et algorithmiquement, garder le nombre de. Non, mais ça, c'est juste le nombre. Oui, mais il faut le garder pour chacun des. Ah oui, non, mais oui, évidemment. Pour faire un test à chaque Alors étape. là, je n'ai pas parlé de complexité algorithmique. Hein. Pour l'instant, je regarde que le regret de mon algorithme. Donc, en particulier, à la ligne 4, comment est-ce qu'on fait? Donc, j'ai marqué entre parenthèses EVI, là, parce que justement, cette ligne 4, elle peut être un peu compliquée à calculer. La politique optimale, mais tous les MDP dans la boîte de confiance, ça peut être un peu compliqué à calculer. Mais il y a un algorithme qui s'appelle EVI, Extended Value Iteration, qui fait ça très bien. Et qui a une complexité, disons, polynomiale en la taille du système. Disons S cube A carré. Yes. Le 2 dans le nom de l'algorithme, c'est quoi? C'est pour le doublement du. Ah non, le 2, c'est pas le doublement. Parce qu'il y a UCRL, UCRL2, UCRL3, UCRL3B, UCRL4, UCRLV. Il y a des algorithmes, il y en a des centaines. Pourquoi il s'appelle 2? Parce que les auteurs avant avaient fait UCRL, et UCRL, c'est le cas à horizon fini. Donc après UCRL2, c'est pour l'horizon infini, le gain moyen. C'est la deuxième itération de leur algorithme. OK. Alors voilà l'exécution de UCRL2, c'est le petit exemple de tout à l'heure. En fait, vous voyez que le regret, comment évolue le regret au cours du temps? Quand UCRL2 utilise le bon bras, son regret ne monte pas. Parce qu'il a le bon bras, donc son regret en moyenne ne monte pas. Et en revanche, quand UCRL2 utilise le mauvais bras, son regret a une pente linéaire qui vaut 0,1. Puisque 0,9. Ah oui, là, j'ai pris le cas où x égale 1 et y égale 0,9. Là, il ne le sait pas, mais voilà. Dans ce cas-là, son regret, chaque fois qu'il choisit le mauvais bras, alors évidemment, vous voyez que le mauvais bras, quand il le choisit, ou bien le bon bras, il le choisit pendant tout un épisode, et chaque fois, l'épisode est double. Évidemment, regardez ici, il y a 10 000 pas de temps, et le regret est monté que de 250, c'est bien une racine de t. Juste un petit point, ce graphe que vous voyez intéressant, il montre que UCRL2 marche pas mal, mais il montre qu'il y a quand même des points d'amélioration. Et en particulier, vous voyez que UCRL2, quand même, il a un désavantage, c'est que de temps en temps, il utilise le mauvais bras, et le temps pendant qu'il utilise le mauvais bras, il grossit exponentiellement à chaque coup. À chaque fois, je vais utiliser 2 fois plus longtemps le mauvais bras par rapport au coup précédent. Et donc, il y a des instants, là, imaginons que je n'ai pas de chance, et que tout d'un coup, je me pointe à ce niveau-là, et je me dis, mais pendant 1000 pas de temps, UCRL2, il a pris la mauvaise décision. Donc, il y a quand même des améliorations possibles du UCRL2. Possiblement. Non, là-dessus, je travaille. C'est pour ça que je le dis, parce que moi, je sais faire, en fait. Mais bon, quand même, UCRL2, il a un très bon algorithme, parce que regardez ses performances. Théorème, sans regret, il est presque au niveau de la bande. Sans regret, il est comme ça. Il a une racine de AT. Bon, les termes à l'octet en pression par renforcement, on les jette. Et vous voyez, après, je vais utiliser la notation au tilde, où tous les termes en log vont disparaître de mes asymptotiques. Et donc, vous voyez qu'en fait, bon, alors le D et le S, il est à racine de SD, qui sont des constantes, on pourrait dire, quelque part, qui ne dépendent pas du temps, de l'optimal, de la borne F. Donc, il est quand même un très, très bon algorithme. Très, très bon algorithme. Et après, évidemment, la communauté s'est lancée dans la quête de chercher un algorithme qui atteint la borne F. Donc, il y a des centaines de papiers là-dessus. Donc là, je vous en cite quelques-uns. Donc, un que j'aime bien, c'est la version de Fruit. Ah, il a fait rentrer le D dans la racine, il y a encore le S qui sort dehors.
Et pour faire ça, il a déployé un trésor de techniques. Hein. Donc, il passe par les variances, les égalités de Bernstein, des choses assez sophistiquées pour faire rentrer le dé dans la racine. Une petite idée de comment ça marche la démonstration. Je ne vais pas rentrer dans la démonstration, je ne vais pas essayer de me lancer là-dedans, mais quand même, pour vous expliquer un petit peu d'où vient le fait qu'on a besoin de l'optimisme. Alors, regardez, je prends mon regret, là, de UCRL2, et je décompose mon regret en les périodes. Donc, les périodes vont de 1 à k, et puis chaque période, elle part de l'instant tk, et va jusqu'à l'instant tk plus 1 moins 1. Et donc, je fais le g moins r. Mais je décompose ça en deux. J'introduis dans chaque terme ici, le terme gt. Alors là, l'intention, elle paraît infernale, mais je vais expliquer ce que c'est. Gt, tk, pk, de côté et de l'autre. Donc, c'est quoi ça? Ça, c'est le gain de la politique pk à l'instant tk. L'instant tk, c'est justement l'instant du début de la période k. Et donc, c'est là qu'on a calculé la politique qui est la meilleure dans toute la boîte. Okay. Et donc, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que cette quantité-là est négative? Ça, c'est le gain de la politique optimale sur le MDP-M. Mais ça, l'optimisme me dit que c'est plus grand, avec très grande probabilité. Avec grande probabilité, mon MDP va être dans la boîte. Et ça, c'est le meilleur dans toute la boîte. Donc, forcément, c'est négatif. Donc, ce terme-là, il va être négatif. Donc, on va pouvoir ne pas le regarder. C'est là que l'optimisme est important. Et ensuite, je vais regarder juste le terme qui est là. Et là, l'avantage, c'est qu'ici, entre ce terme-là et ce terme-là, c'est la même politique qui est utilisée. C'est la même politique qui est utilisée pour calculer G de πk et pour calculer RZ. Parce que c'est la politique πk. D'accord? Sur tout l'épisode K, la même politique est utilisée. Donc, on peut calculer cette différence en utilisant des inégalités de concentration. Et donc, on arrive comme ça à montrer que c'est un racine de T. C'est comme ça que la démonstration, elle marche pour UCRL2. C'est quoi le ZT, Bruno? Le ZT, c'est quoi dans le... Alors, ZT, c'est STAT. C'est le couple état-action. Souvent, comme c'est... OK. C'est une notation... c'est une typo là dans ma slide, je vais mettre STAT, mais bon, c'est classique, on utilise ZT pour STAT, le couple. Okay. Alors, j'ai fini avec mon introduction sur... Ah ben non, on va passer aux choses sérieuses. Non. Deuxième aspect, c'est quoi les bandits markoviens? Les bandits markoviens, ceux qui ne connaissent pas, je ne sais pas s'ils vont apprendre ce que c'est aujourd'hui, mais j'espère leur apprendre un petit peu ce que c'est. Vous connaissez les bandits stochastiques. Les bandits markoviens, c'est un peu plus sophistiqué que les bandits stochastiques. Les bandits stochastiques, c'est ce que je dis au début, là, le coup de la chaîne de Markov avec un seul état, et on avait le choix entre deux actions. Donc ça, c'est le bandit stochastique. Et là, c'est le bandit markovien, donc et en plus, il y a des états. Alors, voyons ce que c'est que le bandit markovien. Le bandit markovien, c'est pareil, il y a n bras, qui, chaque bras, cette fois-ci, au lieu de, dans le cas du bandit stochastique, les bras n'évoluent pas, là, chaque bras a une évolution markovienne. Donc, le bras, au cours du temps, il change une chaîne de Markov. Ça, c'est le bandit markovien. Et puis, il y a des récompenses. Donc, RA de S, c'est la récompense obtenue dans l'état S pour le bras A. Donc A, maintenant, ça ne sera plus les actions, ça sera les bras, mais c'est pareil, vous allez voir, c'est la même chose. Donc voilà comment ça marche. Donc ça, c'est le bandit. Là, dans le cas, il y a encore de inconnu. Tout est connu. On n'est pas dans le cadre apprentissage, on est dans le cadre classique. Donc chaque bras est dans un état. Donc S1 de T, c'est l'état du bras 1, etc. Sn de T, c'est l'état du bras N. Il y a un contrôleur qui doit choisir un des bras. Il ne va choisir qu'un seul. D'accord? Ce bras-là, il va lui donner une récompense RA de SA de T. Et puis, le bras en question, il va bouger selon sa matrice de transition PA. Et puis, on recommence. Alors, il y a deux types de bandits. Il y a le cas où les bandits qui ne sont pas choisis par le contrôleur restent immobiles, ne bougent pas. Ça, c'est le modèle qu'on appelle rested bandit, bandit au repos. Et puis, le cas où les bras qui ne sont pas choisis bougent quand même. Et ça, c'est le cas des bandits sans repos. Donc là, je vais regarder. Alors, les bandits sans repos, vous allez entendre parler par Chen demain. On va tout expliquer sur les bandits sans repos. Et même un cas plus général. Et non, moi, je vais juste regarder les bandits avec repos qui sont quand même beaucoup plus faciles à analyser que les bandits sans repos. Et le but dans les bandits avec repos, cette fois-ci, au lieu de prendre le gain moyen, je vais prendre le gain escompté. Donc, cette fois-ci, c'est la somme des récompenses avec un taux d'escompte bêta.
Je vais essayer de maximiser cette quantité-là. Donc, à chaque étape, je dois choisir le bras que j'active. Je veux maximiser cette quantité. D'accord ? Alors, ce modèle-là a beaucoup d'applications. Donc, il y a beaucoup d'applications, en particulier en pharmacologie. Il y a beaucoup d'essais cliniques qui sont modélisés par des bandits markoviens ou des bandits tout court. Donc, il y a des problèmes de sélection de candidats qui peuvent être modélisés comme ça. Donc là, je vais mettre une étoile sur problème d'ordonnancement parce que c'est un cas typique où la communauté est peut-être un peu plus intéressée. Et donc, imaginez que vous avez, donc les bras, ce sont des tâches à exécuter. Vous avez une tâche à exécuter. Donc, vous avez une seule ressource. Et donc, à un instant T, vous devez allouer votre ressource à une des tâches. Cette tâche va progresser dans son exécution. Les autres, elles vont rester sur place. Et donc, à la fin, vous voulez maximiser le temps de complétion de toutes les tâches, par exemple. Mais vous devez à chaque étape, chaque tâche est complexe, elle est constituée de différentes phases, elle peut avoir des cycles, elle peut avoir des branches, etc. Donc chaque tâche est complexe. Et n'empêche, on veut essayer de, à chaque instant, choisir la tâche à exécuter sur laquelle on va obtenir le meilleur gain. Et puis dans le cas des tâches à exécuter, le gain il peut être 0 à chaque étape et 1 une fois qu'elle est terminée. Donc on veut, dans ce cas-là, évidemment, adapter les récompenses à l'objectif. C'est typiquement un problème d'ordonnancement qui est modélisé de façon très naturelle par les bandits markoviens. Est-ce qu'on sait résoudre ce problème de façon optimale? Eh bien oui, vous allez me dire. Tout à l'heure, je vous ai montré comment on calculait les politiques optimales dans les processus de décision markoviens. Ça n'est un particulier, donc je peux faire pareil. Sauf que l'espace d'état, maintenant, il est de la forme S puissance n, puisqu'il y a S états pour chaque bras, il y a n bras, et donc il y a S puissance n états. Et donc S puissance n au cube, pour manipuler une matrice, inverser une matrice, dont on a besoin pour... ça fait un peu beaucoup. Donc on aimerait bien arriver à résoudre ce problème sans référer au cas général. Est-ce qu'on peut résoudre ça de façon... sans payer ce que les gens qui font des MDP connaissent bien, la malédiction de la dimension, sans payer de curse of dimensionality. Eh bien oui, et ça a été un problème qui a été extrêmement difficile. La communauté a beaucoup travaillé, a échoué à de maintes reprises. Et même, les gens disaient qu'on devrait proposer ça dans la guerre froide aux Russes pour qu'ils perdent leur temps là-dessus. Le problème est difficile. Non, mais c'est authentique. Et Gittings a donné une solution partielle en 1979, dans le cas que je vous dis. Voilà comment ça marche. En fait, on peut trouver une solution qui n'est pas exponentielle au nombre de bras. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer pour chaque bras, en isolation, indépendamment des autres, un score de l'état S. On va dire, cet état-là, pour ce bras-là, en fait, son score, c'est W. Okay. Ce score ne va pas être sa récompense. Sa récompense est beaucoup trop myope comme score, parce qu'on regarde que ce qui se passe tout de suite. Mais le score de l'état ne sera pas la récompense, ce sera une chose plus compliquée. Et ensuite, la politique est toute simple. À chaque instant T, le contrôleur, il choisit le bras dont le score actuel, le score de l'état actuel, est le plus élevé. Et ça, c'est optimal. Ça démontre que c'est optimal. Alors, c'est quoi ce score? Comment on calcule le score? Alors, ce score, il s'appelle... Quand, là? Jusqu'à 45. 45, ok, non, ça va. Donc, ce score, comment est-ce qu'on peut le calculer? Alors, c'est une idée de Gittings. Hein. En fait, on va voir chaque bras comme un processus de décision markovien, où les décisions sont juste move, continue et rest, arrête, ou stop. Voilà, deux décisions possibles. Et on modifie les récompenses en prenant les récompenses du bras moins une pénalité lambda. Autrement dit, l'action move, je vais dire move et rest, ça sera plus simple. Hein. Même si c'est un peu anglophone, anglicisme, je vais dire move, ça sera tellement plus simple pour moi. Donc, l'action move, elle va avoir une nouvelle récompense qui est pénalisée par lambda. Et l'action reste, elle a un gain 0 parce qu'elle dit on ne fait rien. Et ce qu'on va essayer d'optimiser, c'est le gain discounté, mais cette fois-ci pour la récompense Q, et pas pour la récompense R. La récompense pénalisée par mon lambda qui est exogène, qui est un nouveau paramètre que j'introduis de façon arbitraire.
Alors, qu'est-ce qui se passe quand lambda est très grand? Quand la pénalité est très grande, eh bien, la récompense de chaque état est négative. D'accord? Ça, c'est toujours négatif quand lambda est grand. Et donc, du coup, l'action move, elle a toujours une récompense négative, alors que l'action reste, elle a une récompense 0. Et donc, c'est très simple. Quand lambda est très grand, la politique optimale, c'est reste dans tous les états. C'est facile parce que les autres états, de toute façon, les autres actions, elles ont des récompenses négatives partout. De même, si la récompense est très petite, alors l'action move, elle a une récompense positive, strictement positive, alors que l'action reste à une récompense 0. Et dans ce cas, il faut évidemment tout le temps prendre l'action move. Okay. Et donc en fait, quand je fais bouger lambda entre la récompense minimale et la récompense maximale, l'action optimale dans les états, elle change progressivement depuis move vers rest. Donc au départ, quand lambda est très grand, ok. On est partout à rest, quand lambda est très grand, et puis après, on va à move. Donc, l'index, c'est comment on le définit? Eh bien, on dit que c'est la valeur de lambda pour l'état S dans lequel on change de action optimale. Quand tout d'un coup, on passe de move à rest pour l'état S, c'est ça l'index de l'état S. C'est l'instant où le lambda change entre il est optimal de faire move et il est optimal de faire rest. Donc là, j'ai fait un petit dessin pour vous montrer comment ça se passe. Donc au départ, quand lambda est tout petit, là, il y a lambda qui varie au cours du temps, ok? Donc il y a là lambda avec le cours du temps. Donc au départ, tout le monde est rouge, tout le monde a l'action optimale move. Et puis tout d'un coup, il y a un premier état, l'état 1, ici sigma 1, pour lequel reste bien optimal. Donc lui, hop, son index, il est là. Puis là, on continue, puis un deuxième état où ça change, un troisième, un quatrième, et donc c'est comme ça qu'on arrive à définir de façon itérative les index de tous les états. Alors là, on s'est attaché à ce problème de point de vue algorithmique, donc avec Iman Kuhn et Nicolas Gass. Iman Kuhn est un étudiant en thèse. On a calculé la complexité d'un algorithme avec une complexité en 2, n à la puissance 2.586. Parce qu'en fait, il y a un papier précédent où il disait, en fait, la complexité de calcul des index, elle ne peut pas être en dessous de n puissance 3, de n cube. On s'est dit, non. Alors, tout le monde sait qu'un algorithme comme ça, il repose sur des problèmes de produits de matrice rapide à la Coppersmith et Vinograd. Vous savez que c'est des complexités théoriques. Parce qu'en fait, la constante devant le 2 puissance 2, 3, 7, 6, là, elle est juste monstrueuse. Hein, on appelle ça des algorithmes galactiques. Parce que cette complexité ne se voit que, évidemment, asymptotiquement. Mais n'empêche, même si l'algorithme est purement théorique, on l'a implémenté, notre algorithme. On l'a fait tourner sur des exemples, et il se comporte très bien. Même si sa complexité n'est pas sur les exemples en 2.586, on a utilisé les solveurs de NumPy, qui ne sont pas Coppersmith et Vinograd, hein, qui n'est pas implémenté dans NumPy. Il est implémenté nulle part d'ailleurs, je crois. Et du coup, l'algorithme, il a quand même un gain par rapport au calcul précédent. La conclusion de cette première partie, c'est qu'on peut calculer de façon efficace, ça c'est take-out message, on peut calculer de façon efficace les index de Keating, c'est la politique optimale pour les bandits markoviens, quand on les connaît. Okay. Est-ce qu'on peut exploiter cette propriété pour faire de l'apprentissage? C'est le chapitre final. Faisons de l'apprentissage dans les bandits markoviens. Alors, je répète un petit peu le cadre de l'apprentissage. C'est exactement comme tout à l'heure. Hein. Donc, on a les récompenses qui ne sont pas connues, les matrices de transition qui ne sont pas connues, et à chaque étape, on voit quand même l'état de chacun des bandits. On choisit un bras et on obtient une récompense, et on obtient un nouvel état du bras choisi. Et le but, c'est de... je ne l'ai pas écrit. Le but, c'est de minimiser, comme je dis, hein, le gain avec escompte. Il faut modifier un tout petit peu. Alors, quand on a un gain avec escompte, il faut un petit peu modifier la définition du regret.
Parce que comme il y a un escompte, en fait, les premiers pas au point de vue du gain sont beaucoup plus importants que les derniers. Parce que quand on multiplie par bêta puissance t, si t est grand, bêta puissance t est tellement petit qu'en fait, ça n'a pas d'importance ce qu'on fait au bout d'un temps grand. Donc, si on définit le regret exactement comme tout à l'heure, on va avoir un regret borné, parce que de toute façon, n'importe quel algorithme qu'on va apprendre, on va avoir un regret borné qui ne dépendra pas de rien du tout. Donc, pour éviter ça, il faut prendre en compte cette nouvelle donnée, et donc de définir le regret un peu différemment. Donc voilà la définition du regret épisodique. Donc vous savez, pour ceux qui connaissent les processions markoviennes, vous savez qu'en fait faire du gain escompté, c'est pareil que de faire du gain sur un horizon fini, avec un horizon fini aléatoire, dont la loi est géométrique de paramètre 1 moins l'escompte. Donc ça, c'est donc du coup pour se ramener, si vous voulez, à un cas, disons, fini. Et puis après, ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder des épisodes de longueur TK, où ce TK sera à chaque fois tiré aléatoirement selon cette loi. Et donc le regret va être défini comme ça. Donc je regarde la performance optimale de la politique optimale sur chaque épisode, et je la compare avec la performance, la valeur, le regarder les récompenses, avec la valeur de la politique apprise à l'instant K. Donc voilà comment on définit le regret dans ce cas-là. Et donc, on imite UCRL2, mais avec une différence essentielle, c'est que cette fois-ci, ici, dans les bornes de confiance, le S qui est là, ce n'est pas le nombre d'états total dans le système, qui serait S puissance n, mais le nombre d'états de un des bras. Tous les bras ont le même nombre d'états sans perdre de généralité, en rajoutant les états factices s'il faut. Donc ça, c'est une différence principale. On définit les intervalles de conversion comme tout à l'heure, on fait la même politique que tout à l'heure, et on obtient, c'est un théorème qu'on a montré en 2022, que cet algorithme modifié, qu'on appelle Markovian Bendit UCRL, eh bien, il a un regret qui est ouf, en racine de K. Racine de K et racine de T, c'est pareil, K c'est le nombre d'épisodes, mais divisé par 1 moins bêta à la puissance 3,5. Donc ça, c'est un petit peu ce qui remplace le diamètre dans le cas pour l'optimalité du gain. Donc quelque part, quand bêta tend vers 1, évidemment, il est de plus en plus difficile d'apprendre. Donc évidemment, ce terme 1 moins bêta 3,5 remplace le diamètre dans le cas. Mais vous voyez qu'on a un gain énorme, c'est parce qu'on a remplacé S puissance n par S fois racine de n. C'est ça le gain par rapport à... Si on avait appliqué UCRL2 natif, on aurait ici un S puissance n qui rendrait le regret certes linéaire en K, mais exponentiel le nombre de bandits, ce qui n'est pas souhaitable. Alors que grâce à cette modification, on obtient une linéarisation, même mieux qu'une linéarisation du regret par rapport au nombre de bras. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que je ne m'occupais pas de la complexité algorithmique de l'apprentisseur, de l'algorithme d'apprentissage. Alors, c'est quand même dit, dans ce cas-là, on va essayer de voir si on peut régler cette question du temps que ça prend pour calculer la politique optimale dans le cas des bandits markoviens. Et en fait, il y a une mauvaise nouvelle, qui est la suivante, c'est que même si mon regret linéaire, donc passe à l'échelle par rapport au nombre de bras, le calcul, lui, de la politique optimale à chaque épisode, il paye la complexité S puissance n. Alors, il y a un dilemme parce qu'on s'est dit, mais c'est bizarre parce que j'ai les indices de Gittins qui me disent que la politique optimale, elle n'est pas en S puissance n, elle est en S fois n. Comment ça se fait que moi, j'ai S puissance n? Il y a un résultat qui nous a surpris nous aussi quand on s'en a aperçu, c'est qu'il n'y a pas de politique d'index qui est optimale uniformément sur tout l'intervalle de confiance. C'est ça le problème. C'est que si on calcule l'intervalle, si on calcule n'importe quelle politique d'index qu'on calcule sur l'ensemble de confiance autour de mon MDPM, eh bien, il est possible, on a des exemples, on peut construire des exemples dans lesquels, si je prends la meilleure politique d'index possible sur tout l'intervalle de boîte B et que je prends la meilleure processus de Markovien dans cette boîte,
sa valeur sous la politique d'index W, elle est plus petite que la meilleure politique sous, la vraie MDPM. Et ça, même si, c'est assez étonnant, tous les MDP dans la boîte de confiance sont des bandits, et donc ils ont tous une politique d'index optimale. Il n'y en a pas une qui les bat tous. Ce n'est pas comme les anneaux, il n'y en a pas une qui les bat tous. Alors, est-ce qu'on peut se prémunir de cet inconvénient du calcul? Eh bien, oui, on peut, en fait. Donc, cette fois-ci, ce qu'on fait, c'est qu'on va modifier un petit peu nos intervalles de confiance. Donc, on utilise un nouvel algorithme où, cette fois-ci, on ne met de l'incertitude, un intervalle de confiance que autour des récompenses. On ne met pas d'incertitude sur les matrices de transition. Donc, on utilise la matrice de transition estimée, d'accord, et on met de l'incertitude que sur les récompenses. Évidemment, donc notre vrai MDP, il est A. Notre estimé, il est ici. Quand j'augmente les bonus, quand je mets l'incertitude sur les récompenses, j'obtiens un intervalle ici que en récompense. Et je prends le meilleur MDP en récompense. Alors, si on prend des récompenses assez grandes, vous voyez qu'ici, par rapport à tout à l'heure, il me faut multiplier ma récompense par 1 sur 1 moins bêta, qui est un nombre qui peut être très grand quand bêta est proche de 1. Eh bien, on a l'assurance que celui-là, il a quand même de meilleures performances que lui. Et lui, maintenant, sur lui, on peut utiliser l'index de Gittings. Parce qu'on n'a plus d'uniformité sur la matrice de transition P. Et donc là, on a un algorithme qui gagne sur tous les plans, c'est-à-dire qu'à la fois, il a un regret en racine de K, comme tout à l'heure, il a un temps de calcul qui est linéaire, parce que c'est le temps de calcul de la politique optimale, maintenant, c'est l'index de Gittings, qui est linéaire à le nombre de bras. Et donc, on a gagné, sauf que quand on implémente l'algorithme, il se comporte très très mal par rapport au précédent. Ouais. Lui, qu'est-ce qui garantit qu'il ne va pas explorer d'autres probas qui en fait seraient mieux? Je n'ai pas compris la question. Vu qu'on donne pas de... Là, on n'est pas optimiste sur les probabilités de transition. Mais on a mis un tel bonus sur les récompenses que même si on n'a pas les bonnes matrices de transition, on a quand même un gain qui est meilleur. Tu vois, le gain, on le multiplie par 1 sur 1 moins bêta. Donc, on a un gain extrêmement grand, en fait. Tu vois, on a rajouté 1 sur 1 moins bêta fois quelque chose à mon gain. Or, le gain, il est toujours plus petit que Rmax sur 1 moins bêta. Donc, on a rajouté beaucoup pour être sûr que le gain de lui est meilleur que le gain de lui. D'accord ? Évidemment, du coup, comme on a rajouté beaucoup, on a au départ ce processus-là, il est très très loin de lui. Et donc, c'est pour ça qu'on apprend mal au début. Et c'est pour ça que les performances en pratique ne sont pas bonnes, même si on a des garanties asymptotiques qui sont très bonnes à la fois en regret et en temps de calcul. Il me reste 5 minutes, et donc du coup, j'arrête là. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'avais posé pendant